Nous avons bâti des mégapoles, aménagé de vastes réseaux routiers sur toute la surface de la planète. Nous travaillons ensemble aux 4 coins du monde. Si nous avions agi individuellement, nous n'aurions jamais pu créer autant de richesses. Mais qu'en est-il de notre esprit d'équipe? À vrai dire, nous avons souvent tendance à nous crêper le chignon. Nos démocraties ne cessent de perdre du terrain et il semblerait qu'individus et sociétés traversent une sorte de crise relationnelle. Mais comment remédier au problème? Notre Terre compte une multitude de formes de sociétés. De la troupe de singes à la colonie de fourmis en passant par le troupeau d'éléphants. Autant de communautés prospères qui perdurent depuis des millions d'années. Ne pourrions-nous pas nous en inspirer ? Quand avez-vous agi pour la dernière fois au service du collectif avec autant d'entrain que ces fourmis? Celles-ci ne collectent pas seulement de la nourriture pour elles-mêmes, mais pour l'ensemble de leur colonie. Et oui, chez les fourmis, tout le monde met la main à la pâte. Du côté des humains, inflation, changement climatique, pandémie et autres guerres nous angoissent et rendent notre avenir plus qu'incertain. Résultat, chacun agit dans son propre intérêt au détriment du bien commun. Nous vous avons demandé comment se porte, selon vous, la démocratie en Allemagne et en France. 15% des Allemands pensent qu'elle fonctionne bien, contre 8% côté français. La majorité d'entre vous estime que nous devons agir pour la préserver, voire que sa survie est menacée. Mais comment faire ? Les humains se comparent aux dieux ou aux animaux depuis des millénaires. Il s'agit là de 2 approches intéressantes. Il suffit de penser aux innombrables fables ou aux sociétés d'insectes, comme les fourmis et les abeilles, auxquelles les humains se comparent depuis l'Antiquité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, on percevait les colonies de fourmis et d'abeilles comme des peuples. Dans l'Ancien Testament, on peut lire la citation suivante. « Va vers la fourmi paresseux. Observe son comportement et tire-en leçon. Elle qui n'a ni gouverneur, ni surveillant, ni maître, assure ses provisions en été et amasse de la nourriture pendant la moisson. » Chez les fourmis, pas de flemmards ni de rebelles. Tout le monde œuvre pour le bien de la colonie et sans broncher. On attribue souvent des rôles aux animaux qui sont en fait très éloignés de la réalité. Pour les décrire, on utilise des termes propres aux sociétés humaines, tels que reine, ouvrière, soldat ou caste, afin de faciliter notre compréhension des choses. Mais chez les insectes, la reine occupe une fonction totalement différente de celle d'une souveraine chez les humains. Néanmoins, toutes les reines jouissent de certains privilèges dont elles tirent évidemment profit. N'est-ce pas ce à quoi aspire tout être vivant? Agir dans son propre intérêt au détriment du bien commun? Agir seul dans son coin peut sembler plus facile, alors qu'en groupe, on peut unir ses efforts et accomplir des choses qu'on serait incapable de faire soi-même. L'union fait la force. Qu'il s'agisse de défendre son territoire ou de chercher de la nourriture dans un environnement hostile, mieux vaut agir en communauté, à condition que tous les membres puissent gérer leurs conflits d'intérêts et travailler en équipe. Tout ce qui compte en définitive, c'est la survie de l'espèce. Et plus une communauté est grande, plus elle a de chances d'y parvenir. Même si la formation d'un groupe est rarement le fruit du hasard, celui-ci présente forcément des avantages pour celles et ceux qui le composent. En effet, toute espèce a besoin d'un ciment social qui garantit la cohésion du groupe. Prenons les essaims, qui forment une sorte de super-organisme fondé sur la coopération et dont chaque individu profite, en particulier en cas de danger. Les membres d'une communauté n'ont pas besoin de tisser des liens étroits. Abeilles, fourmis et termites ne se connaissent pas personnellement. Et pourtant, ils accomplissent des prouesses comme s'ils ne formaient qu'un, en poursuivant tous le même objectif.
Les termites bâtissent des tours qui, proportionnellement à leur taille, sont bien plus hautes que n'importe quel bâtiment construit par les humains. Il existe aussi d'autres formes de coopération, des groupes plus restreints où tout le monde se connaît et qui s'apparentent à certaines communautés humaines. Parmi eux figurent les lions et les singes, et les loups. Le grand philosophe britannique Thomas Hobbes est célèbre pour sa fameuse locution « Homo homini lupus ». L'homme est un loup pour l'homme. Et c'est sur ce principe qu'il a développé sa fameuse théorie du contrat social. Manifestement, le loup, cette figure effrayante qui chasse les agneaux, les petits cochons et le petit chaperon rouge, s'invite ici dans l'une des plus importantes théories politiques de l'histoire. Thomas Hobbes part du principe que tout individu est capable d'avoir recours à la violence si cela sert ses intérêts sur le court terme. C'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce que la société soit ramenée à la raison par le biais de la violence, ou du moins par une menace de recours à la violence. Selon lui, un État doit donc être gouverné par une autorité forte. Ce fantasme de toute puissance se fonde sur une mauvaise image de l'être humain. Mais d'où vient donc ce cliché du vilain méchant loup ? Les loups ne sont absolument pas des animaux agressifs et individualistes. Bien au contraire, ils vivent en meute et aiment jouer ensemble. Ils s'entraident pour la chasse ainsi que pour l'élevage de leurs petits. Ils forment des communautés très soudées. Une meute n'est rien d'autre qu'une famille. Mais toute fratrie sait pertinemment qu'un manque de ressources, par exemple, peut vite devenir une source de conflit. Les loups doivent bien aussi s'imposer certaines règles, non ? La mauvaise réputation des loups n'est évidemment pas le fruit du hasard. Les loups établissent une hiérarchie très stricte au sein de leur meute, avec un mâle et une femelle alpha qui forment le couple reproducteur et qui exercent un contrôle social sur toute la meute. Mais dans un sens, celui-ci profite à l'ensemble du groupe. Si la communauté est certes utile à la survie, elle peut parfois s'avérer contraignante. Faut-il pour autant forcer ses membres à s'en satisfaire ? L'agression et la domination ne sont pas un prérequis à la constitution de groupes sociaux. Prenez le singe araignée. Cette espèce vit au sein de troupes beaucoup moins basées sur des interactions agressives que sur des liens sociaux positifs. Et cela est dû en partie à leur facilité à se réunir ou à se disperser en fonction de leur environnement, des réserves de nourriture disponibles ou du type de contexte dans lequel ils évoluent. Ah, si seulement la paix et l'amour pouvaient régner sur la planète. Mais soyons honnêtes. Nos sociétés ne se fondent-elles pas justement sur notre besoin constant de consommation et de sécurité ? Bref, de stabilité ? N'avons-nous pas besoin de hiérarchie ? Il suffit de regarder de plus près les dessins animés de notre enfance. La hiérarchie sociale d'une meute ne nécessite-t-elle pas la présence d'un chef, d'un souverain qui fixe le cap à suivre ? Nous avons observé un groupe de babouins au Kenya, en Afrique centrale. Dans le cadre de cette étude, nous avons doté les singes d'une balise GPS. Nous nous attendions à ce que le mâle alpha, s'il voulait se diriger vers les falaises par exemple, entraîne le reste de la troupe où bon lui semble, en agissant comme un bon despote et en décidant pour les autres. Mais ça n'a pas été le cas. L'ensemble des décisions a été pris de manière démocratique. Et ce que nous avons constaté, c'est que si le mâle alpha voulait se diriger vers les falaises, mais que certains individus souhaitaient à l'inverse aller dans les plaines, le reste de la troupe se ralliait à la majorité. Et le mâle alpha finissait par les rejoindre. Cela signifie que si un processus de prise de décision démocratique tient compte de tous les membres du groupe, les décisions prises à plusieurs sont plus profitables à la communauté que celles prises par des individus isolés. Si les fondements d'un ordre démocratique ont fait leurs preuves, même sur le plan de l'évolution, du moins en ce qui concerne les babouins, qu'est-ce qui permet d'assurer son maintien ?
Pour garantir la stabilité d'une communauté, il faut que tous les membres tirent suffisamment profit de leur appartenance au groupe pour qu'il ne soit pas dans leur intérêt de le quitter. Il faut donc maintenir un certain niveau d'égalité et faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, car ce sont les inégalités extrêmes qui entraînent l'effondrement des sociétés. Les animaux nous conseilleraient donc de ne pas laisser trop d'écart se creuser entre les riches et les pauvres et de veiller à ce que le bien-être soit réparti de manière équitable. De quoi inciter un grand nombre d'individus à œuvrer en faveur de l'État et de la société. Nous sommes bien plus proches des communautés animales que nous le pensons. Un constat qui n'a pas échappé au philosophe antique Aristote, qui considérait l'être humain comme un animal politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote ne mentionne pas les vertébrés, mais uniquement les fourmis et les abeilles. Parce qu'il considère qu'elles ont quelque chose en commun avec nous. Elles forment, selon lui, une société, un corps social. Et dans l'Antiquité, cette cité, la police, a toujours été vue comme beaucoup plus complexe qu'un autre ordre animal, comme une meute ou un troupeau. Il suffit d'observer une ruche pour comprendre que les abeilles forment une société très sophistiquée, similaire à une petite ville composée de quelques dizaines de milliers d'habitants très actifs. Ce qu'une abeille accomplit pour sa communauté, pour sa colonie, est impressionnant. Les abeilles peuvent sortir de la ruche jusqu'à 30 fois par jour pour butiner plusieurs centaines de fleurs. Pour produire 500 grammes de miel, elles parcourent ainsi 120 000 km, soit 3 fois le tour de la planète. C'est là que l'on se rend compte à quel point une abeille s'engage au service de sa colonie. Lors de leur long périple, les abeilles ne se constituent pas une réserve personnelle, mais œuvrent pour la ruche entière. Faites comme l'abeille, disaient déjà les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. Dans leurs écrits, les abeilles symbolisaient le zèle et la parcimonie, la capacité à se défendre et la bravoure, la pureté et la virginité, et bien sûr, l'ordre public et social. Une ruche constitue une cohabitation très complexe de différents individus spécialisés dans diverses activités. Parmi eux figurent bien sûr les abeilles chargées de récolter du pollen ou du nectar. Il y a celles qui produisent le miel, la cire, celles qui s'occupent des larves, celles qui veillent sur la reine et celles qui défendent le nid. Une ruche s'apparente à un château médiéval, y compris au niveau de la répartition du travail. Elle ne fait l'objet d'aucune révolte. Dans une tirade d'Henri V, William Shakespeare écrivit « Ainsi travaillent les abeilles, créatures qui, par une loi de nature, enseignent le principe de l'ordre aux monarchies populaires. Elles ont un roi et des officiers de tout rang. » Et bien des siècles plus tard, l'abeille incarne toujours un modèle de bon soldat. Dans le roman de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, un royaliste argumente. Regardez les abeilles, il faut prendre modèle sur elles. C'est une création divine qui nous montre l'exemple à suivre. Une colonie d'abeilles s'organise aussi selon un modèle monarchique, et elle est gouvernée par un roi. Lorsque Gustave Flaubert écrit ce roman, la France est déjà secouée par près d'un siècle de révolution. Le régime politique du pays alterne entre monarchie, empire et première tentative de démocratie directe. Dans Bouvard et Pécuchet, les sociétés d'insectes sont perçues comme des modèles soi-disant naturels. Puis, un républicain lui rétorque. Mais nous pouvons tout aussi bien prendre exemple sur les fourmis. La Bible indiquait déjà qu'elles n'étaient justement pas gouvernées par un prince ou un roi, et qu'elles se suffisaient elles-mêmes. Et pourtant, leur société fonctionne à merveille. Les sociétés d'insectes ont prouvé leur capacité à perdurer pendant des millions d'années. Mais avons-nous réellement compris comment elles fonctionnent ? Les scientifiques ont été bien surpris de découvrir en disséquant le roi d'une colonie de fourmis que ce dernier possédait des ovaires, ce qui faisait donc de lui une reine. La reine est la mère de la colonie d'abeilles ou de fourmis. Toutefois, ce n'est pas elle qui prend les décisions ou qui entreprend quoi que ce soit pour la colonie. On peut donc plutôt la considérer comme une génitrice. Elle pond les œufs, tandis que ce sont les ouvrières qui prennent les décisions.
Les sociétés d'insectes s'apparentent à des empires d'Amazone. Et cela vaut aussi bien pour les abeilles que pour les fourmis. Ce sont les filles de la reine qui mènent la danse. Les mâles, eux, ne sont que des donneurs de sperme dont l'espérance de vie est très courte. Ces royaumes remplis d'ouvrières n'ont aucun souverain à leur tête. Le démocrate du roman de Flaubert avait donc vu juste. Les fourmis peuvent s'autogérer. Quand on regarde le paysage à travers le hublot d'un avion, on aperçoit des villes, des routes et des champs. Et nous, les scientifiques, quand nous observons des fourmis, nous voyons des colonies de différentes tailles, ainsi que les routes qu'elles construisent pour accéder à leurs sources de nourriture. Nous avons aussi constaté qu'elles pratiquaient l'agriculture. En d'autres termes, si l'on y regarde de plus près, on voit que de nombreuses coutumes des sociétés humaines se retrouvent également chez les fourmis. Mais attendez, le fait que nous ayons inventé l'agriculture et l'élevage il y a quelques milliers d'années est considéré comme la percée qui a mené à notre société moderne. C'est parce que nous avons cessé de chercher de la nourriture et commencé à cultiver que nous avons pu bâtir des villes et fonder des États. Nous, les humains. Qu'est-ce que les fourmis ont à voir là-dedans ? Certaines espèces de fourmis ont développé une forme d'agriculture il y a 50 millions d'années, bien avant l'apparition de l'être humain sur Terre. Les fourmis coupe-feuilles, originaires d'Amérique du Sud, transportent des feuilles et cultivent des champignons dont elles se nourrissent exclusivement au sein de vastes nids souterrains. Elles les cultivent, les fertilisent et les récoltent. D'autres fourmis élèvent des pucerons, tout comme nous élevons du bétail. Elles les défendent contre les prédateurs tels que les coccinelles et elles les palpent afin de prélever leur miella, une substance sucrée qu'ils sécrètent. On peut donc considérer cela comme une forme d'élevage. Les colonies de fourmis offrent aux ouvrières ce que les humains attendent d'un État bienfaisant, à savoir un approvisionnement continu en nourriture, la sécurité, ainsi que des règles de vivre ensemble. Chez les guêpes et les abeilles, il existe des espèces solitaires, qui ne vivent donc pas en communauté. En général, c'est la femelle qui veille sur la progéniture et qui leur fournit de la nourriture. Mais bien sûr, cette mère ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Soit elle défend son nid, soit elle va chercher de la nourriture. Ce phénomène a conduit les abeilles à imposer une solution radicale au sein de la colonie. Et si les humains s'inspiraient du fondement même de leur réussite, ils courraient à leur perte. Car toutes les femelles de la ruche, à l'exception de la reine, renoncent définitivement à procréer. Comme les fourmis ont des liens de parenté avec la reine, et donc avec les autres membres de la colonie, elles transmettent ainsi leurs gènes de manière indirecte. En biologie évolutive, le comportement d'un animal est considéré comme altruiste lorsqu'il profite à l'ensemble de la communauté. De quoi maintenir la cohésion du groupe et surtout générer énormément de main-d'œuvre. Il s'agit là d'un modèle de réussite qui fait que la planète compte probablement bien plus d'insectes sociaux que n'importe quel autre type d'insectes, et que leur biomasse dans les forêts tropicales est souvent plus importante que celle des vertébrés. Privilégier la coopération plutôt que la concurrence. Ce phénomène naturel a constitué un vrai casse-tête pour Charles Darwin. Quant à l'écrivain russe Piotr Kropotkin, il s'est inspiré du comportement des fourmis à la fin du 19e siècle pour imaginer un modèle de société fondé sur la solidarité. Ce n'est pas un comportement égoïste qui va contribuer à la survie d'une communauté, mais le fait que ces différents membres s'entraident dans les champs, se répartissent équitablement le travail et se soutiennent les uns les autres. C'est du moins ce que Kropotkin avait en tête. Soit l'antithèse du darwinisme social qui règne dans nos sociétés actuelles, et selon lequel les plus forts s'imposent et font passer leurs intérêts avant ceux des autres. Pour Kropotkin, les fourmis, qui n'ont pas besoin de roi, sont la preuve que les dirigeants et les gouvernements ne font que perturber notre tendance naturelle à la coopération. Cet anti-darwiniste considère donc l'anarchie comme la meilleure forme de gouvernement, à condition que nous devenions toutes et tous un peu plus fourmis. Pour les membres de ce type de communauté, cela implique donc une certaine soumission, dans la mesure où ils doivent accepter de mettre de côté leurs intérêts personnels au profit du bien commun. C'est cette image de la société qui est véhiculée ici.
Il s'agit là d'une question cruciale pour l'ensemble des humains. Comment concilier nos intérêts personnels avec ceux de la société au sein de laquelle nous vivons ? Quand un individu sacrifie ses intérêts au profit de ceux de la société, cela relève du national-socialisme. On retrouve cette idée dans l'entomologie des années 1920 et 1930. La fourmi n'y était justement pas perçue comme un animal républicain, mais politique, qui se soumet entièrement et inconditionnellement. Et c'est ce qui a permis la réussite de cette société totalitaire. Une société dans laquelle tous les membres marchent au pas, soit un modèle à l'autre extrême, qu'on a certes tenté d'imposer à maintes reprises, mais qui n'a jamais porté ses fruits. Car résistance et obstination ont toujours existé. Chez les fourmis aussi d'ailleurs. Les fourmis sont certes très altruistes, mais ce ne sont pas non plus de petits robots qui agissent tous de la même façon. Il y a parfois des rebelles au sein de la colonie. C'est ce qui résulte de nos observations. Chez les abeilles, il arrive que des ouvrières pondent des œufs, alors que cette tâche incombe exclusivement à la reine. Donc tout le monde ne reste pas forcément à sa place. Parfois, certains individus dérogent à la règle. Ok, les fourmis ont une tendance innée à la coopération, mais ce ne sont pas pour autant des automates. Il s'agit d'individus dont les centaines de milliers d'actions permettent de bâtir une société prospère, et ce, même sans être guidés par un souverain. Comment se convainquent-elles mutuellement de faire le bon choix ? Les individus vivant en communauté doivent communiquer entre eux. Et les fourmis le font grâce à des signaux chimiques. Une fourmi possède plusieurs glandes qui sécrètent des phéromones. Il y a la glande postpharyngienne qui se trouve ici, sous leur tête. Elles sont aussi dotées de glandes au niveau des pattes qui leur permettent de marquer leur territoire. On peut donc dire qu'une fourmi est une sorte de petite usine chimique. Ces glandes permettent aux fourmis d'échanger un nombre considérable de messages, tels que « Alerte, nous sommes attaqués »,« Je sais où trouver de la nourriture »,« Notre territoire débute ici » ou encore « Aujourd'hui, je télétravaille ». Il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures pouvant contenir jusqu'à 50 substances différentes et dont les quantités varient. Chaque colonie a son propre profil chimique ou olfactif. C'est un peu comme les équipes de football qui ont chacune leur propre maillot. Chez les fourmis, chaque spécimen est doté du profil olfactif caractéristique de sa colonie. Cette communication par signaux chimiques n'aide pas seulement les fourmis à identifier leurs amis et leurs ennemis, elle les aide également à se décider à exécuter ou non une tâche. Le matin, lorsqu'une fourmi sillonne le nid, elle perçoit différents signaux olfactifs qui l'incitent à faire telle ou telle activité. Et en effet, à chaque fois qu'un signal dépasse un certain seuil, elle exécute une tâche. Quand les larves ont faim, elles envoient un signal auquel les fourmis réagissent. Quand les éclaireuses dénichent une source abondante de nourriture, elles invitent d'autres membres de la colonie à les suivre. Mais quel est le comportement optimal à adopter pour le bien de la communauté ? La réponse pourrait bien se trouver là, dans ce gland, où une certaine espèce de fourmi a élu domicile. Lorsque le gland commence à pourrir, les fourmis se mettent en quête d'un nouveau refuge. Elles sortent du gland à la recherche d'un nouveau logement. Et lorsqu'elles trouvent un lieu de nidification optimal, elles vont recruter d'autres fourmis pour leur prêter main forte. Une nouvelle délégation chargée d'examiner les lieux est alors conduite dans le nouveau gland. Si elle valide le futur nid, elle en fait part à d'autres fourmis qui passent le message à d'autres et ainsi de suite. Cette nouvelle propriété est ainsi évaluée par plusieurs individus, à savoir environ 20% des membres de la colonie. Et à un moment donné, c'est la colonie qui tranche. La reine n'a pas son mot à dire. Elle est juste acheminée jusqu'au gland et installée dans son nouveau nid. Le principe du double contrôle constitue généralement le choix le plus bénéfique à la colonie. Ainsi, en appliquant les règles les plus simples, les fourmis obtiennent un résultat proche de la perfection. Mais quelles leçons pouvons-nous en tirer au juste ? Eh bien, presque aucune. Nous ne formons pas de vastes clans familiaux collaborant avec une reine chargée uniquement de pondre des œufs. Et l'obligation de renoncer à la propriété privée, au désir d'enfant et au libre choix de sa profession n'est pas compatible avec les droits humains. Chez nous, l'équilibre entre individu et société est tout autre.
Le fait que nous ayons cru voir dans les sociétés d'insectes des monarchies, démocratie, anarchie ou totalitarisme reflète simplement l'idéal de société auquel nous avons aspiré à certains moments de notre histoire. Si nous voulons comprendre un jour comment nous sommes devenus des singes au comportement social si étrange, nous devons nous tourner vers le passé, afin de cerner tous les schémas évolutifs qui nous ont amenés jusque-là. Connais-toi toi-même est la devise inscrite sur l'un des temples de Delphes. Et cela ne peut pas se faire sans comprendre les animaux sociaux avec lesquels nous cohabitons, ni sans observer leur société, leurs forces et leurs faiblesses. Nous devons aussi comprendre comment nos similitudes et nos différences avec ces animaux nous ont façonnés. L'étude des sociétés animales ne nous aide peut-être pas à savoir comment mieux vivre ensemble, mais elle révèle ce qui fait notre force. Ce qui distingue les humains des autres espèces, ce ne sont pas les caractéristiques de chaque individu, mais plutôt les différentes interactions qui se produisent au sein de nos communautés. En d'autres termes, nous sommes une espèce étonnamment dépendante de ces adaptations sociales. Nous apprenons les uns des autres, nous nous inspirons les uns des autres. Nous bâtissons des sociétés qui perdurent de génération en génération, tant que nous restons soudés. La culture est intrinsèque à notre espèce. Nous sommes, pour ainsi dire, des singes cultivés. Et je trouve cela plutôt optimiste, car cela montre que nous sommes en mesure de modifier nos comportements et nos interactions. Et s'il existe bien une espèce capable de relever les défis auxquels notre société est confrontée aujourd'hui, c'est la nôtre. Nous avons la capacité de façonner notre avenir. Il suffit juste de nous en servir. S'il y a bien une leçon à tirer des sociétés animales, c'est à quel point notre bien-être dépend de la communauté au sein de laquelle nous évoluons. Et ce ne sont certainement pas les odeurs émises par nos glandes, ni une soumission totale de notre part qui nous permettront d'y accéder, mais plutôt l'espoir que le philosophe Thomas Hobbes s'est trompé, et que les humains ne cherchent pas naturellement à se nuire.